10 millions d'oies lâchés d'un coup au-dessus du Sahel. Pour beaucoup, la décision a ressemblé à une folie présidentielle soigneusement mise en scène. Pourtant, dès l'instant où les premières lignes d'oiseaux ont survolé les plaines brûlées, une hypothèse vertigineuse s'est imposée. Et si cette nuée pouvait réécrire le destin d'une terre que l'on disait morte, car derrière l'image choc se profilait le calcul obstiné d'Ibrahim Traoré, décidé à tester la nature contre le désert et contre le scepticisme. Ce pari-là, s'il tenait, promettait de rebattre les cartes bien au-delà du Burkina Faso. Le projet L du désert s'annonçait comme une réponse directe à une crise agricole dont les signes ne cessaient de s'accumuler depuis des années. Les sols du Sahel burkinabé, fragilisés par la sécheresse et l'épuisement progressif des nutriments, semblaient atteindre un point où aucune solution classique ne permettait encore de stabiliser la production. Dans ce contexte, la promesse implicite du plan était simple. Offrir une méthode durable capable de restaurer la terre sans dépendre d'engrais coûteux importés de l'étranger. Cette perspective ouvrait un horizon nouveau, où la fertilité pourrait renaître grâce à un mécanisme naturel et reproductible. Mais l'enjeu dépassait la seule productivité. Si l'expérience fonctionnait, elle pouvait transformer un territoire vulnérable en laboratoire régional, redéfinissant le rapport entre les communautés rurales et leurs ressources. Une réussite offrirait aux jeunes générations un récit ancré dans la souveraineté plutôt que dans la résignation. Et à l'inverse, un échec signifierait un recul tangible, laissant la nation face à ses propres limites, exposée à des critiques internes et internationales. Un micro-hook subsistait. Jusqu'où une idée jugée improbable pouvait-elle réellement inverser la trajectoire d'un paysage entier ? Les premières mesures recueillies 6 semaines après le déploiement ont créé une surprise que personne n'avait anticipée. L'activité microbienne du sol avait augmenté de près de 30% et des pousses de mil apparaissaient là où la terre semblait condamnée. Ces deux résultats, modestes en apparence mais inédits dans un environnement aussi dégradé, ont constitué la première validation empirique du pari lancé par Ibrahim Traoré, révélant que le désert n'était peut-être pas aussi immuable qu'on le croyait. Ce mini-révélateur a imposé un changement de perspective. Jusque-là, la plupart des observateurs, tant locaux qu'internationaux, avaient perçu le lâcher massif de 10 millions d'oies comme une extravagance politique, plutôt que comme une démarche scientifique. Pourtant, à mesure que les équipes du ministère de l'Agriculture prélevaient des échantillons dans différentes zones du Sahel, un schéma précis apparaissait. Là où les oiseaux avaient circulé, la matière organique se rehaussait, la compaction du sol diminuait et l'humidité persistait légèrement plus longtemps après les rares pluies de saison. Ce constat prenait racine dans un contexte bien plus large. Depuis près d'une décennie, le Burkina Faso faisait face à des cycles de sécheresse prolongée rendant les sols de plus en plus pauvres. La dépendance croissante aux engrais importés, coûteux et difficiles à acheminer, mettait sous pression un budget agricole déjà limité. En parallèle, plusieurs études venues d'Égypte et de Chine montraient depuis longtemps que les oies, par leur comportement de fouille et leur déjection riche en nutriments, pouvaient contribuer à revitaliser des terrains semi-arides. L'idée n'était donc pas née d'une improvisation, mais d'une tentative d'adapter un modèle étranger aux réalités extrêmes du Sahel. Ce que le public percevait moins, c'était la chaîne de causalité derrière le projet. Un sol plus aéré facilitait l'infiltration de l'eau. Une humidité plus stable soutenait l'activité microbienne. Cette activité favorisait la libération progressive des nutriments. Et l'ensemble recréait un cycle minimal mais fonctionnel de fertilité. C'est précisément cette mécanique encore fragile que les premières données rendaient visible. Dans les semaines qui ont suivi les premiers relevés, les équipes de terrain sont devenues les véritables guides du projet, circulant entre villages et zones d'expérimentation pour documenter les changements parfois infimes, parfois visibles à l'œil nu. Leur rôle n'était plus seulement technique, ils étaient les premiers témoins de ce qui ressemblait à une transformation lente, mais réelle, du sol sahélien. Parmi eux, les biologistes décrivaient des micro-variations de texture, des nuances de couleur dans la terre, ou la présence accrue de microfaunes, là où, quelques mois auparavant, tout paraissait inerte. 2 cas ont particulièrement marqué les premiers rapports. À Kala, une parcelle surveillée depuis janvier montrait une aération du sol nettement plus élevée.
une différence que les agriculteurs locaux ressentaient même en marchant. La terre semblait moins dure, moins cassante. Un paysan a expliqué que ces semis de mil, tentés sans conviction, avaient germé plus vite que d'habitude. Plus au nord, dans une zone beaucoup plus aride, une équipe d'agronomes observait l'apparition de petites touffes végétales autour des pointes de repos des oies, signe que les nutriments déposés commençaient à alimenter des graines autrefois inactives. Ces premiers retours n'avaient rien d'un miracle, mais ils dessinaient un mouvement. Ils montraient qu'une dynamique biologique pouvait émerger même dans un environnement réputé trop sec pour réagir. L'impact psychologique fut presque aussi fort que les résultats eux-mêmes. Les agriculteurs trouvaient une raison de tester à nouveau leurs terres, de remettre la charrue dans des terrains longtemps abandonnés. La question restait entière. Jusqu'où cette dynamique pouvait-elle aller ? Avant janvier 2025, le Sahel burkinabé avançait vers une crise agricole que beaucoup jugeaient inévitable. Après le 1er janvier, la trajectoire a basculé. L'annonce d'Ibrahim Traoré, suivie du déploiement massif des oies, a créé une rupture nette entre un avant condamné et un après, encore incertain mais chargé de possibilités nouvelles. Ce glissement, rapide et inattendu, a servi de point de départ à une séquence d'événements qui allait s'étirer sur plusieurs mois et attirer l'attention du pays tout entier. Le premier mouvement fut logistique. Dès les premiers jours de janvier, des convois militaires se sont formés pour transporter des milliers d'oies vers différentes zones du Sahel. Des camions, des pick-up et même des hélicoptères ont été mobilisés. Les équipes sur place décrivaient une coordination inhabituelle, presque chirurgicale, destinée à répartir les oiseaux sur des espaces stratégiquement choisis. Au lever du jour, le 10 janvier, les premières libérations ont eu lieu. Les images des oiseaux s'élevant dans un ciel encore froid ont circulé dans les médias à une vitesse fulgurante. Ensuite est venu le moment de la réaction publique. Dans les grandes villes, les commentaires oscillaient entre ironie et incompréhension. Certains parlaient d'un caprice présidentiel, d'autres d'une distraction politique mal dissimulée. Mais dans les villages, le ton était différent. On venait observer, avec une curiosité mêlée de prudence, ces oiseaux dont on disait qu'ils pourraient régénérer la terre. C'était un spectacle inattendu, mais aussi une promesse, même fragile. Au fil des semaines, les contradictions se sont multipliées. Des agriculteurs rapportaient que les sols semblaient légèrement plus souples après le passage des oies. D'autres affirmaient ne rien constater de tangible. Certains marchés de Ouagadougou voyaient déjà apparaître des débats sur la pertinence de laisser voler la richesse au lieu de la vendre. L'opposition politique exigeait plus de transparence, dénonçant un projet risqué qui détournait des ressources cruciales. Puis, à la fin février, un tournant mesurable a eu lieu. Les premières données officielles publiées par les équipes du ministère de l'Agriculture faisaient état d'améliorations nettes dans plusieurs zones test. Les échantillons montraient des sols moins acides, une activité microbienne renforcée et des micro-indices d'humidité plus persistants. Les sceptiques restaient prudents, mais les signes étaient trop cohérents pour être ignorés. Le mois de mars a marqué la montée du débat international. Des journaux étrangers, jusque-là moqueurs, commençaient à modérer leur ton. Des experts étrangers demandaient à consulter les résultats burkinabés. Le Mali et le Niger observaient la situation avec attention, cherchant à comprendre si cette méthode pouvait être reproduite. En avril et mai, le projet a franchi une nouvelle étape. Les premières images de zones verdissantes ont été diffusées. Là où les oies s'étaient regroupées, de petites pousses apparaissaient et des agriculteurs recommençaient à tester leur terrain. Une atmosphère d'espoir prudent s'installait, même si les risques écologiques demeuraient présents dans les débats scientifiques. Enfin, en juin et juillet, la question s'est étendue vers l'international. La durabilité du projet, sa reproductibilité, son coût réel et son impact géopolitique. Les analyses se succédaient, les critiques persistaient, les partisans se renforçaient. La séquence des événements formait désormais un récit cohérent. Un projet improbable qui, soutenu par des données émergentes, venait d'ouvrir un espace qu'aucune solution classique n'avait pu offrir. Au départ, les sols du Sahel burkinabé présentaient un niveau de matière organique extrêmement faible, souvent insuffisant pour soutenir la moindre culture. Après 6 semaines d'observation, la variation enregistrée, une hausse d'environ 30%,
a constitué le premier delta mesurable du projet, confirmant que la biologie minimaliste du désert pouvait réagir lorsqu'un apport externe agissait de manière régulière. Cette augmentation signifiait qu'un sol auparavant inerte retrouvait une respiration interne indispensable pour enclencher un cycle de régénération. Elle montrait également que la méthode testée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré n'était pas sans fondement empirique. Un deuxième indicateur a renforcé cette impression. Dans les parcelles où les oies avaient circulé le plus intensément, les chercheurs ont constaté une amélioration de 40% du taux de germination spontanée de mil et de sorgho. Cette progression, bien supérieure aux attentes initiales, illustrait la capacité du sol à redevenir réceptif même en l'absence d'irrigation artificielle. Elle indiquait que les nutriments déplacés par les oiseaux pouvaient constituer un levier naturel pour déclencher des cycles végétatifs courts. 12 mots pour expliquer cette donnée. Cette germination accrue prouvait la réactivité inattendue d'un sol réputé stérile. Le troisième chiffre, probablement le plus déterminant, concernait l'acidité des sols. Les analyses ont révélé une réduction d'environ 20%, une baisse suffisamment nette pour altérer la disponibilité des nutriments essentiels et faciliter le développement des micro-organismes bénéfiques. Cette diminution ouvrait la voie à un sol plus neutre, plus apte à supporter les cultures traditionnelles du Burkina Faso. Elle traduisait également l'effet accumulatif de la présence des oies dont les déjections modifiaient la chimie locale. 12 mots pour résumer cet impact. Une acidité réduite rendait les nutriments accessibles aux premières pousses viables. Ces 3 mesures ne constituaient pas un miracle scientifique, mais un faisceau de preuves cohérentes. Elles montraient que la séquence mise en place, déplacement, alimentation, déjection, dispersion, produisait un effet biologique reproductible, même si ses limites restaient encore floues. Le ministère de l'Agriculture insistait sur la prudence, rappelant que ces données devaient être validées sur plusieurs saisons pour éviter les conclusions hâtives. Les chercheurs étrangers, eux, reconnaissaient la qualité de la méthodologie burkinabé, tout en soulignant qu'un environnement aussi extrême pouvait générer des fluctuations rapides et parfois trompeuses. Pour les communautés rurales, ces chiffres avaient une signification immédiate. Ils donnaient une raison tangible de croire que l'expérience, souvent ridiculisée à la radio ou dans la presse internationale, possédait une logique interne solide. Ils prouvaient que les efforts coordonnés, évalués et ajustés en continu avaient un effet réel sur la Terre. Et surtout, ils validaient l'idée qu'un projet conçu pour restaurer l'autonomie agricole pouvait s'appuyer sur des dynamiques simples mais puissantes. Au moment où ces résultats circulaient dans le pays, une conviction émergente traversait les discussions locales. Si de petits deltas pouvaient être mesurés après quelques semaines, alors des transformations plus profondes pourraient aussi apparaître à moyen terme. C'est dans cette attente, encore fragile mais grandissante, que le débat national s'élargissait désormais. Depuis le lancement du projet, 2 lignes d'argumentation se sont opposées avec une vigueur remarquable. D'un côté, les critiques mettaient en avant un risque écologique majeur. Introduire massivement une espèce dans un environnement fragile pouvait perturber les chaînes alimentaires locales, provoquer une concurrence inattendue avec la faune installée, voire favoriser l'émergence de maladies aviaires capables d'affecter d'autres animaux. Pour eux, le Sahel n'était pas un laboratoire où l'on pouvait expérimenter sans tenir compte des effets secondaires potentiellement dévastateurs. Ils rappelaient que la prolifération d'oiseaux, même bien intentionnés, pouvait dérégler un équilibre déjà précaire. À leurs yeux, l'audace ne devait pas masquer le danger. De l'autre côté, les partisans répondaient avec des éléments précis tirés d'expériences menées en Égypte, en Chine ou encore dans certaines régions semi-arides d'Asie du Sud. Ces initiatives, de moindre ampleur mais scientifiquement documentées, montraient que les oies, utilisées de manière contrôlée, pouvaient fertiliser le sol, lutter contre certains parasites et réintroduire une dynamique biologique positive. Il soulignait que le Burkina Faso avait appliqué un protocole progressif, libérer les oiseaux par vagues, surveiller les sols, analyser les variations de matière organique et ajuster chaque étape pour éviter une dérive incontrôlée. À cela s'ajoutait
les premiers résultats locaux. Hausse de 30% de la matière organique, germination accrue de 40%, réduction de l'acidité de 20%, que les équipes scientifiques présentaient comme autant de preuves que le projet reposait sur autre chose qu'une simple intuition. La réponse synthétique à ces critiques tenait en un point. Les risques écologiques existaient réellement, mais ils faisaient partie d'une équation connue et anticipée. Les chercheurs burkinabés travaillaient sous surveillance constante en s'appuyant sur des précédents internationaux crédibles. Et surtout, les résultats obtenus en quelques semaines n'étaient pas anecdotiques. Ils montraient une réaction du sol plus forte, plus rapide et plus cohérente que ce que prévoyaient les modèles initiaux. Autrement dit, le scepticisme restait légitime, mais il devait désormais composer avec des données mesurées, reproductibles et en évolution constante. Tout bascule ici. Ce moment charnière est apparu à la fin du mois de mars, lorsque les mesures consolidées ont révélé une réalité inattendue. Les effets visibles du projet n'étaient plus ponctuels, mais distribués sur plusieurs zones du Sahel. Les équipes d'agronomes, qui suivaient les parcelles depuis janvier, constataient que les deltas mesurés, hausse de matière organique, germination accrue, baisse d'acidité, se répétaient avec une régularité surprenante. Cette répétition, encore fragile mais statistiquement notable, a forcé un changement de regard sur l'ensemble de l'initiative. Dans les réunions techniques, certains chercheurs parlaient d'un seuil de cohérence, le moment précis où un projet expérimental cesse d'être une exception localisée pour devenir un phénomène reproductible. Ce glissement réduisait l'espace du doute initial et donnait une assise nouvelle à l'hypothèse de départ. Pour la première fois, l'audace d'Ibrahim Traoré n'apparaissait plus comme un pari isolé, mais comme une stratégie capable de produire des effets alignés. La conséquence fut immédiate. Le débat national s'est déplacé. On ne questionnait plus seulement la faisabilité technique, mais la portée politique, économique et régionale d'un modèle qui semblait, malgré tous les scepticismes, fonctionner. Lorsque les premiers résultats mesurables ont circulé dans le pays, le débat n'a plus porté uniquement sur la viabilité scientifique du projet. Les conséquences concrètes, visibles ou anticipées, se répartissaient déjà en 4 catégories distinctes. Chacune traduisait une transformation progressive de la vie quotidienne, des structures économiques et même des relations régionales. Et chacune montrait comment une décision jugée improbable au départ, portée par Ibrahim Traoré, commençait à redéfinir des logiques installées depuis des décennies. Voici une réflexion. Agriculteurs, voici une précision utile. Les communautés rurales ont été les premières à ressentir les effets du projet. Dans certaines zones, les sols redevenaient suffisamment souples pour accueillir de nouveaux semis, ce qui poussait les familles à réinvestir des parcelles autrefois laissées en friche. La baisse progressive des dépenses en engrais importés permettait aux exploitants de réorienter une partie de leurs ressources vers d'autres priorités. Enfin, l'apparition de pousses spontanées dans les zones enrichies renforçait l'idée que la terre pouvait encore répondre, même après des années d'épuisement. Voici une réflexion. Économie. Voici une précision utile. Pour les acteurs économiques, les changements les plus perceptibles touchaient aux chaînes d'approvisionnement. Une dépendance moindre aux engrais chimiques ouvrait la voie à des marges plus stables et à une réduction de la vulnérabilité face aux fluctuations mondiales. Certains investisseurs étrangers commençaient à s'intéresser au modèle burkinabé, y voyant un marché émergent pour des stratégies agroécologiques adaptées aux environnements arides. Cette attention nouvelle offrait un espace de développement inédit aux entreprises locales. Voici une réflexion. Relations extérieures. Voici une précision utile. Sur le plan diplomatique, le projet attirait un intérêt croissant. Le Mali et le Niger suivaient de près l'évolution de l'initiative, cherchant à comprendre si le modèle pouvait être adapté à leur propre zone dégradée. La presse internationale, d'abord moqueuse, adoptait désormais un ton plus nuancé. Des chercheurs étrangers demandaient l'accès aux données, tandis que plusieurs organisations spécialisées percevaient dans cette expérience un précédent susceptible d'inspirer des stratégies régionales. L'initiative d'Ibrahim Traoré devenait ainsi un sujet géopolitique à part entière. Voici une réflexion. Communauté locale.
Voici une précision utile. Enfin, du côté des communautés, l'impact psychologique était notable. Dans plusieurs villages, l'idée que la terre puisse respirer de nouveau s'installait lentement. Les jeunes, souvent tentés par l'exode, voyaient désormais la possibilité d'un avenir dans leur propre région. Les familles retrouvaient une forme d'espoir, même prudente, nourrie par les premiers signes de transformation du sol. Et la présence des oies devenait, dans certains récits populaires, un symbole inattendu de renouveau collectif. Ensemble, ces 4 dynamiques révélaient une tendance claire. Au-delà des données scientifiques, le projet réorganisait peu à peu la manière dont les habitants du Burkina Faso percevaient leur environnement, leurs ressources et leur avenir commun. À l'automne 2025, lorsque les premiers résultats consolidés ont été connus, la question n'était plus de savoir si le projet Aile du désert produisait des effets, mais jusqu'où ces effets pouvaient s'étendre dans les mois suivants. Les chercheurs, les agriculteurs, les économistes et les décideurs politiques ont commencé à esquisser 3 trajectoires possibles. Chacune reposait sur les données déjà observées, mais chacune ouvrait aussi sur des zones d'incertitude liées au climat, à la gestion de la population d'oies et à la capacité institutionnelle du pays à maintenir l'élan initial. Scénario de base, continuité prudente et adaptation locale. Dans cette projection, les tendances actuelles se poursuivent sans accélération spectaculaire. Les sols continuent de s'enrichir modérément, les communautés apprivoisent progressivement les nouvelles pratiques et le gouvernement stabilise les mécanismes de suivi et de gestion. Les oies restent suffisamment nombreuses pour maintenir les effets positifs sans provoquer de déséquilibre écologique majeur. Les agriculteurs voient leurs dépenses en engrais se réduire de manière constante, ce qui leur permet d'investir dans des infrastructures légères. Ce scénario installe une amélioration progressive, structurée mais encore réversible si les conditions climatiques se dégradent. Scénario optimiste, expansion régionale et consolidation nationale. Ici, les deltas observés au premier semestre se renforcent et deviennent structurels. Les zones verdissantes s'étendent, attirant l'intérêt de pays voisins prêts à expérimenter à leur tour des modèles similaires. Les institutions burkinabées réussissent à créer des systèmes de formation et de gestion adaptés, intégrant les agriculteurs dans les processus décisionnels. Les coûts agricoles diminuent de manière significative, permettant une réorientation budgétaire vers la résilience locale. L'initiative devient un modèle de souveraineté alimentaire, et le pays gagne un poids inédit dans les discussions régionales sur l'adaptation climatique. Scénario pessimiste, pression écologique et fragilité systémique. Ce scénario se déclenche si les conditions environnementales virent à la sécheresse durable ou si la gestion de la population d'oies échoue. Une surconcentration locale pourrait perturber la faune, tandis qu'un affaiblissement des oiseaux réduirait l'impact fertilisant. Le projet perdrait alors sa cohérence interne, entraînant un retour aux dépendances initiales et des critiques renforcées, tant internes qu'internationales. Les zones déjà régénérées risqueraient de se dégrader à nouveau, rendant l'expérience plus difficile à défendre politiquement. Une recommandation de pensée s'impose. Évaluer chaque scénario exige de considérer non seulement ce que les données montrent, mais aussi la rapidité avec laquelle les systèmes fragiles peuvent changer de trajectoire. Les transformations observées autour du projet Aile du désert ne concernaient pas uniquement les sols ou les données scientifiques, elles touchaient aussi la manière dont différents groupes de la société percevaient leur propre avenir. Les agriculteurs, les jeunes citadins et les familles rurales ne réagissaient pas de la même façon, mais tous voyaient dans ce mouvement quelque chose qui changeait leur rapport au territoire. 3 angles permettaient de saisir ces nuances. Voici une réflexion. Les agriculteurs face à la réversibilité du sol. Pour les exploitants du Sahel, chaque signe d'amélioration nourrissait une forme de redécouverte. Voir la terre se ramollir, apercevoir des pousses là où il n'y en avait plus, constater une humidité qui persistait quelques jours de plus. Tout cela ravivait une compétence qui semblait s'être perdue. Cette proximité retrouvée avec le sol redonnait un espace d'action à ceux qui en avaient été privés trop longtemps. Voici une réflexion. Les jeunes et la possibilité d'un ancrage local. Dans les villes comme dans les villages, beaucoup de jeunes avaient longtemps imaginé leur avenir ailleurs. Le projet bouleversait ce réflexe. L'idée qu'une solution locale, née d'un environnement aride, puisse ouvrir de nouvelles perspectives, créait une dissonance puissante. Certains voyaient, dans cette dynamique, l'opportunité d'entreprendre, d'innover,
ou même de revenir cultiver des terres familiales. Voici une réflexion. Les familles et la reconstruction symbolique d'un futur commun. Pour de nombreuses familles, la régénération partielle des sols prenait une dimension presque émotionnelle. L'apparition de végétation, même modeste, insinuait la possibilité d'un futur moins précaire. Les conversations du soir changeaient de ton. On parlait d'espoir, de cycles qui reprenaient, de récoltes imaginables. Ces trois regards convergeaient vers une idée. Le projet faisait plus que transformer la terre. Il transformait la manière dont les habitants se projetaient dans leur propre pays. Pour que l'élan créé par le projet L du désert puisse se consolider, une feuille de route claire s'est progressivement dessinée dans les discussions techniques. Elle ne cherchait pas à prédire l'avenir, mais à structurer les actions nécessaires pour transformer une expérience prometteuse en stratégie durable. Plusieurs étapes, soutenues par les observations de terrain et les limites déjà identifiées, formaient l'ossature de cette trajectoire. Voici une réflexion. Stabiliser la gestion des populations doit. La première priorité consistait à éviter toute surconcentration ou dispersion inefficace. Les équipes chargées du suivi devaient établir des seuils de densité, identifier les zones où les effets se manifestaient le mieux et ajuster les trajectoires migratoires assistées. Une gestion rigoureuse prévenait les risques écologiques tout en maximisant l'impact fertilisant. Voici une réflexion. Déployer un réseau d'eau fonctionnel. Même si les oies se montraient résistantes, leur présence durable nécessitait des points d'eau contrôlés. La construction d'étangs artificiels et de réservoirs légers permettait de soutenir leur mobilité et d'éviter l'épuisement prématuré des groupes. Cette infrastructure simple devenait un levier pour stabiliser les effets biologiques observés. Voici une réflexion. Former les communautés agricoles. La troisième étape reposait sur un transfert de compétences. Des cycles de formation destinés à expliquer les mécanismes biologiques, les bonnes pratiques de semis et les techniques d'observation du sol devaient permettre aux exploitants de renforcer l'impact du projet. L'objectif n'était pas seulement de les informer, mais de les intégrer dans la gestion active du modèle. Voici une réflexion. Structurer la coopération régionale. À mesure que l'initiative attirait l'attention du Mali, du Niger et d'autres pays du Sahel, il devenait essentiel de coordonner les efforts. Une diplomatie agricole cohérente, soutenue par les données fournies sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ouvrait la possibilité de mécanismes partagés, capables d'amplifier l'effet territorial. En somme, cette feuille de route visait à convertir un pari écologique en trajectoire maîtrisée. Dans plusieurs villages du Sahel, un détail simple revenait souvent dans les récits, la texture du sol sous les pas. C'était cet élément-là, déjà observé dans l'un des premiers cas décrits à Kala, qui servait de fil conducteur émotionnel. Là où la terre se brisait autrefois sous le poids du pied, elle semblait désormais céder doucement, comme si une respiration lente avait recommencé à circuler. Cette sensation, presque imperceptible pour un œil extérieur, marquait pourtant une rupture profonde pour ceux qui vivaient au contact quotidien du terrain. À mesure que les parcelles reprenaient vie, les habitants associaient cette transformation non seulement au travail des équipes agricoles, mais aussi à la décision initiale d'Ibrahim Traoré qui avait accepté de tester une hypothèse jugée improbable. Le sol, en redevenant accueillant, créait une forme de lien entre la science, la politique et l'expérience intime des familles. Il réintroduisait l'idée qu'un territoire apparemment condamné pouvait encore offrir un avenir. Et au cœur de ce mouvement, une conviction s'imposait. La terre répond quand on lui redonne une chance. Cette phrase résumait l'élan collectif qui parcourait désormais le Burkina Faso. L'histoire du projet L du désert montre qu'une transformation peut naître d'un geste inattendu et se diffuser bien au-delà de son point de départ. Ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso n'est pas seulement une question d'agriculture, mais une manière nouvelle d'imaginer la relation entre les habitants et les territoires les plus vulnérables. Les expériences locales prouvent que des solutions fondées sur les ressources du terrain peuvent redonner de la valeur à des espaces longtemps perçus comme perdus. Si ces dynamiques vous interpellent, vous pouvez contribuer à élargir la conversation.
Partager ces récits, soutenir les initiatives qui cherchent à restaurer les écosystèmes arides ou simplement encourager les discussions sur les modèles agricoles durables, c'est déjà participer à une transformation collective. Chaque échange, chaque prise de position, chaque curiosité exprimée aide à renforcer un mouvement qui dépasse les frontières. Alors, une question demeure ouverte. Quelle place souhaitez-vous donner à ces histoires dans votre propre vision de l'avenir ?